Il est 10h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce jeudi. Le chaos meurtrier autour des opérations de la très controversée Fondation humanitaire pour Gaza. Elle affirme que 5 membres de son personnel palestiniens ont été tués par le Hamas en marge d'une distribution d'aide. Les autorités gazaouis, elles parlent de plus de 30 personnes tuées dans des circonstances encore non établies. Le calme précaire à Los Angeles, la ville de la côte ouest américaine sous couvre-feu nocturne après 6 jours de manifestations contre la politique migratoire très dure de Donald Trump. La Maison-Blanche attise les braises et affirme qu'elle ne laissera jamais, je cite, la loi de la rue régner en Amérique. Le mouvement fait tache d'huile dans d'autres villes des États-Unis. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour les riverains de la frontière, c'est beaucoup. Les deux Corées ont arrêté depuis quelques heures leur guerre des haut-parleurs autour de la zone démilitarisée. Propagande venue du sud diffusée à fond contre sons inquiétants relayés la nuit depuis le nord. Signe donc d'apaisement entre les deux pays. On y reviendra. La Corée du Sud, justement, on va y rester jusqu'à 10h45, mais loin du conflit avec le Nord, quoique on en reparlera aussi. Si je vous dis Blackpink, Stray Kids, Twice, ENHYPEN, vous me dites K-pop, évidemment. Et si ça ne vous dit rien, eh bien, je me demande sur quelle planète vous viviez ces 10 dernières années. On parle de K-pop, de pop coréenne, l'un des phénomènes culturels mondiaux les plus importants de ce premier quart de 21e siècle, qui dépasse largement la musique. Pourquoi en parler aujourd'hui ? Parce que l'un des groupes mythiques de cette industrie ultra puissante, les BTS, est sur le point de se reformer. K-pop, le sweet power, plus fort que le soft power, c'est Parlons-en aujourd'hui avec mes invités. Ophélie Surcouf, Tilda Rioux et Sophie Bernard. Bonjour mesdames, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Ophélie Surcouf. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes journaliste, autrice de K-pop Culture qui est sortie aux 404 éditions. Vous vivez principalement en Corée du Sud et je crois que vous y retournez d'ici peu. Tilda Rioux, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes aussi journaliste spécialisée dans la K-pop. Et Sophie Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi journaliste décidément, critique littéraire et autrice de Splendeur et misère des groupies qui est sortie aux éditions Pérégrine il y a peu. Et j'espère qu'on sera dans pas longtemps en... on est aussi avec Yéna Li, qui est notre correspondante en Chine. Bonjour Yéna. Merci beaucoup de participer depuis Pékin à cette discussion. Vous êtes notre correspondante en Asie et vous êtes par ailleurs sud-coréenne. Autant dire que vous êtes la bonne personne pour cette émission. Émission que nous ont inspiré donc ces images venues de Corée du Sud cette semaine. Le retour au civil de plusieurs des membres du groupe de K-pop BTS après plus d'1 an et demi de service militaire obligatoire. Je m'excuse d'abord pour la mauvaise façon sans doute dont je vais prononcer leur nom. Jimin et Jungkook ont retrouvé la liberté devant des fans. J'espère qu'on va voir les images des fans qui avaient fait pour certains le déplacement depuis le Brésil pour les voir revenir à la liberté. Si vous n'avez aucune idée de l'importance de cet événement bien au-delà de la Corée, alors cette émission est faite pour vous. Le groupe en question, BTS, était encore il y a peu le plus gros vendeur d'albums dans le monde. D'abord donc les images de BTS et de leur retour à la liberté, commentées par Sophie Samaï. Des cris de joie et beaucoup de larmes pour accueillir Jungkook et Jimin. On a pris l'avion du Brésil pour venir ici juste pour les soutenir. On est tellement heureux et fiers d'eux. Ils sont enfin libres d'être eux-mêmes et d'être à nouveau parmi nous. Si le nom de ces deux jeunes hommes apparus en uniforme militaire ne vous dit rien, celui de leur groupe n'a pas pu vous échapper. BTS, ce groupe phare de la pop coréenne ou K-pop, dont la carrière fulgurante est en pause depuis 2022, date à laquelle plusieurs de ses membres sont partis effectuer leur service militaire, obligatoire ici en Corée du Sud, qu'on soit star mondial ou non. Une expérience marquante pour ces jeunes hommes, un peu intimidés après plusieurs mois passés dans l'ombre des projecteurs. Après avoir rejoint l'armée, j'ai réalisé que ce n'était pas un endroit facile et que tant de gens travaillaient dur.
Alors, si vous croisez un soldat, je serais honoré si vous pouviez lui dire quelques mots chaleureux, même si ce n'est que quelques mots. Si seul l'un des 7 membres de BTS est toujours mobilisé, la fin de son service militaire, imminente, pourrait marquer le grand retour du groupe Phénomène sur la scène internationale. Avec plus de 3,1 millions de titres vendus en 2021 et le record du plus grand nombre de singles classés numéro 1 dans les années 2020, BTS est un incontournable de la musique coréenne qui génère 0,2% du PIB total du pays à lui seul. Voilà, BTS qui fêtera les 12 ans de sa création demain vendredi et il se passe quelque chose en Corée autour de cette date, on y reviendra. Avant de revenir sur le cas particulier de ces 7 jeunes garçons dans le vent, pour ceux qui habitaient sur une autre planète ces 20 dernières années, vous me pardonnerez de commencer par le commencement avec vous peut-être Ophélie Surcouf. C'est quoi la K-pop ou Korean pop et pourquoi est-ce que c'est plus que de la musique ? Déjà, c'est né à la fin des années 90, donc on n'est pas sur quelque chose de tout à fait récent. Donc ça s'est vraiment développé avec l'objectif d'être pour les jeunes, pour les ados, en tout cas au début, et de créer des groupes en fait, qui allaient vraiment complètement plaire aux ados. Et il y a ce label qui s'appelle SM Entertainment qui a créé vraiment toute une formule en fait pour créer des groupes donc qui passent par un entraînement très intense, ensuite une manière de lancer les groupes, une façon de composer les groupes aussi pour éviter qu'ils se séparent, pour éviter que parce que c'est le gros risque avec les groupes qui s'entendent plus, qui se séparent, qui est ensuite des divergences d'opinion, etc. Donc en créant un groupe, ils veulent vraiment que ces groupes durent dans la durée. On parlait tout à l'heure de BTS qui en est à 12 ans. Et en fait, c'est vraiment né à cette époque-là. Et d'abord, ça a pris en Asie. Et ensuite, ça a pris grâce à YouTube, notamment partout ailleurs dans le monde, de façon assez douce, on va dire. Et ensuite, BTS est arrivé en 2013. Et eux, assez vite, ils se sont imposés comme un des groupes les plus populaires dans le monde. Et d'ailleurs, avant d'être populaires en Corée, ce qui est assez paradoxal, mais, mais néanmoins. Donc, c'est... Tilda Ryu, la K-pop, c'est un style donc d'abord musical qui a pioché dans le pop, dans le rock, dans le hip-hop, dans la dance. Comment est-ce qu'on pourrait qualifier oui. En fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent quand on parle de K-pop, des fois on va parler d'un genre musical, alors que c'est plutôt une industrie musicale plus qu'un genre musical, puisqu'en fait il y a une variété de groupes énormes. On a énormément de groupes de K-pop et qui vont vraiment puiser. Moi, je le vois bien quand j'interviewe des groupes de K-pop qui vont me dire qu'ils vont puiser dans le rock, dans l'électro, dans la pop, dans le R&B. On a vraiment de tout, donc ça porte un peu à confusion, K-pop, parce qu'on pense forcément pop, mais c'est pas le cas. Et comme on le disait, c'est vraiment plus une industrie avec la manière dont ces groupes sont construits, des années d'apprentissage, on les appelle des trainees, recrutés de par des auditions dans des agences. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que c'est quelque chose qui diffère vraiment en Occident, notre vision, on va dire, des groupes. Aujourd'hui, dans la K-pop, ça peut être étonnant, mais les groupes 12 ans de carrière, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Et comment ils arrivent à avoir une telle longévité ? Est-ce que c'est de par la manière dont ils ont été construits, entre guillemets, peut-être, mais ça n'enlève pas leur créativité également et leur côté artiste, puisque notamment, par exemple, si on parle là de BTS, on est quand même face à des membres qui participent activement à la production musicale et à leur chorégraphie, etc. Donc, bien qu'en Occident, on peut avoir une vision, je sais qu'on aime un peu, je sais pas ce que vous en pensez, un peu ce fantasme des groupes qui se font par eux-mêmes, qui ont un peu, à la sueur de leur front, répété dans leur garage, etc. Donc, quand on pense à K-pop, des fois, on peut avoir tendance à penser un peu à robotique ou mécanique, etc. Mais en fait, je pense qu'il faut un peu élargir notre vision, penser pas que d'une façon un peu notre vision occidentale et se dire que c'est une construction peut-être différente des groupes, mais tout autant intéressante et surtout si on parle de BTS encore une fois, un groupe qui est parti d'un label qui n'était pas du tout populaire à leur époque. On a aujourd'hui, et qui aujourd'hui est devenu parmi les 4 plus populaires, en fait les labels les plus populaires, donc ils ont vraiment construit aussi
se sont construits avec leur label. On a parlé des garçons BTS, donc c'est l'un des groupes qui a permis au monde de découvrir la K-pop. On va écouter les filles quand même, et notamment Blackpink. Si vous ne connaissez pas le groupe des filles, vous connaissez forcément Rosé et son tube Appâté. Voilà, j'avais un défi de le placer, je l'ai placé. On va les écouter les filles, on va retrouver Yenali dans un instant. Me at the 아파트 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 Voilà, Rosé avec Bruno Mars. Qui n'a pas déjà entendu cette chanson? Yenali, vous êtes à Pékin. On le disait, la K-pop, c'est un phénomène mondial. Vous avez assisté, vous, en tant que Sud-Coréenne, à l'apogée de cette culture qui doit beaucoup à un investissement financier massif d'une politique culturelle sud-coréenne. Tout à fait. L'exception culturelle, ce n'est pas que quelque chose de française. Les Coréens la revendiquent aussi. Il y a toute une histoire. Et c'est pas que la K-pop, c'est toute la culture coréenne. Dans les années 60, il y avait des quotas dans les salles de cinéma en Corée pour le nombre de films étrangers versus le nombre de films coréens. Il y avait beaucoup de subventions aussi dans les années 90 plutôt, dans les années 2000 pour tout ce qui était dans le domaine de la culture, parfois même en s'inspirant du modèle français. Mais cela n'explique pas tout. D'abord, on ne peut pas nier ou retirer la vision des artistes coréens ou leur succès. Et puis, franchement, parfois, c'est des tels succès que c'est pas juste une question de subvention. Là, c'est des artistes. C'est aussi une industrie avec une commercialisation, une réflexion derrière sur comment ces artistes peuvent réussir. Le soft power coréen, que ce soit la musique ou le cinéma, les séries télé ou même la nourriture, ça ne fait que grandir. Et maintenant, on est en train de vivre un truc assez exceptionnel, je trouve. Quand moi, j'étais beaucoup plus jeune, mes camarades de classe ne pouvaient même pas placer la Corée sur une carte. Et aujourd'hui, on voit que les jeunes en Europe ou même aux États-Unis, il y en a de plus en plus qui veulent, par exemple, faire leurs études en Corée, etc., grâce à la culture coréenne. Je disais en préparant cette émission que par exemple ici la langue sud-coréenne dans les cours dans laquelle il y avait jusqu'il y a peu quelques dizaines d'étudiants aujourd'hui croule sous les demandes. Vous avez parlé du soft power coréen, Yena. On a choisi pour cette émission de parler de sweet power parce qu'il y a quelque chose dans la K-pop et dans la culture pop coréenne qui a tant de succès aujourd'hui, quelque chose qui vient heurter des réflexes peut-être de la culture pop américaine qui sont peut-être plus trash, plus violents. Il y a une forme de bienveillance, de douceur dans cette culture qui plaît aussi. Peut-être que c'est ça qui participe à son succès. En tout cas, avant, dans les années 80 ou 2000, l'image des artistes de K-pop était très soignée par leurs entreprises. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a un peu relâché, on les laisse vivre un peu plus. BTS, par exemple, en est un bon exemple. Je crois qu'ils n'avaient pas de couvre-feu, ils étaient moins observés, les agences étaient moins strictes avec les nouveaux idoles. Cela dit, ils ont une image assez clean, ils ont une image plutôt sain, ils soutiennent toutes les bonnes causes de justice sociale, ils ont un rapport avec les fans qui est plutôt authentique. En tout cas, c'est l'image qu'ils essayent de donner. Peut-être aussi qu'il y a un lien avec cette génération Internet, cette possibilité pour les fans d'interagir un peu plus avec les stars. C'est vraiment fini cette époque où les artistes et les chanteurs devraient passer devant la télévision, dans les émissions de musique pour présenter leur album et ensuite attendre le rang des premiers albums, le deuxième album. Maintenant, tout se passe sur Internet et c'est assez intéressant à suivre parce que ça a totalement changé l'industrie.
Yana, vous restez avec nous. Alors Sophie Bénard, précisément, c'est sur ces groupies que vous avez travaillé dans votre livre Splendeur et misère des groupies. Et avec, quand on pense à K-pop, on pense à ces hordes, je le dis sans jugement aucun, mais principalement de jeunes filles. On les a vues là sur les images dans le sujet de Sophie, pleurer à chaudes larmes, submergées par l'émotion de voir leur héros revenir à la vie civile. On a même dit que certains de ces stars de K-pop avaient été harcelés par des fans obsessionnels. Qu'est-ce que ça dit, ça ? Qu'est-ce que ça raconte ? Je pense que justement, au-delà des politiques culturelles, etc., le grand succès de la K-pop dans le monde, il repose quand même sur les groupies, c'est-à-dire ce que moi j'appelle les groupies, c'est-à-dire en fait des fans auquel on donne ce surnom parce qu'il est en fait un petit peu méprisant, justement. Voilà, parce qu'il est péjoratif, parce qu'elle serait hystérique, elle serait nymphomane, etc. Bon, en réalité, elles aiment quelque chose. Et quand elles aiment, par contre, elles aiment vraiment. Et donc, elles font en sorte, en fait, de se donner le pouvoir de faire émerger leurs artistes, de les imposer sur les scènes dans leur pays. Et je pense qu'effectivement, c'est très, très lié au succès de la K-pop. Et sur ce que disait Yana, le fait que l'essor de ce genre musical se soit appuyé sur la diffusion à l'échelle mondiale des chansons, bien sûr, via Internet, mais aussi les réseaux sociaux, ça a changé la façon d'être fan ? Oui, je pense. Et je pense que d'ailleurs, ça a plus changé le rapport des fans entre elles et entre eux que le rapport aux artistes, parce qu'en réalité les artistes restent évidemment inaccessibles et c'est normal, ils ne répondent pas sur les réseaux sociaux parce qu'en fait ils ont beaucoup trop de followers, etc. Ouais. Par contre les fans entre elles peuvent communiquer et donc peuvent s'organiser, peuvent aussi avoir accès à des choses auxquelles elles n'avaient pas accès, des traductions par exemple, voilà, ce genre de choses, mais surtout elles peuvent s'organiser entre elles et décider de ensemble faire démarrer tel groupe ou en tout cas de suivre, de soutenir tel groupe. Ouais. Oui, parce que pour la petite histoire, une partie quand même des chansons de K-pop sont en coréen, une partie en anglais aussi. Encore faut-il comprendre ce qu'on dit ou au moins maîtriser 2-3 mots de coréen. Là-dessus, Tilda Ryu, sur le fait que ces fans et leurs artistes aient créé un lien particulier, c'est indissociable du succès de la K-pop. Pardon, Ophélie, désolée, non, du coup, c'est pour moi. Je veux bien que vous répétiez la question, du coup. Oui, non, sur le fait que sans ces fans qui se baptisent d'ailleurs eux-mêmes sur le fait que ça crée des communautés de fans, je crois que les fans des BTS s'appellent ARMY, oui. Ça joue effectivement énormément sur leur succès. Oui, puis c'est même quelque chose qui est envisagé dès le départ à la création du groupe, en fait. C'est-à-dire que la K-pop est faite pour les fans. Il y a même plus d'autres idées. C'est-à-dire que c'est pas de la musique pour les artistes, pour les personnes qui font la musique. C'est de la musique qui est complètement construite pour le public. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'épanouissement personnel musical quand on fait partie d'un groupe de K-pop ? Non, il peut tout à fait y avoir un épanouissement personnel, mais par contre, c'est vraiment un style musical qui est entièrement conçu pour le public. C'est quelque chose quand... pareil, c'est ce que disait tout à l'heure. C'est-à-dire que d'un point de vue... vraiment de communauté, l'objectif est de plaire à son public, en fait. C'est pas comme la musique française où souvent ça va d'abord partir d'un intérêt personnel pour la chose, et ensuite il y a quand même un effet, c'est-à-dire que l'idée à la base d'ailleurs quand ils recrutent les artistes de K-pop, c'est que les personnes aient une personnalité qui soit très résiliente, qui soit très forte. Et ensuite, on apprend toutes les choses sur le tas. Après, ils veulent être des stars, ils veulent réussir, mais c'est pas quelque chose forcément comme en France, oui, où d'abord c'est la musique. Ça peut d'ailleurs être la danse, ça peut être des fois même être acteur, en fait, finalement. Il y a certains, ils deviennent idoles pour être acteur. C'est presque une étape sur leur chemin. Il y a tellement de choses possibles quand on est idole que c'est pas forcément... Le but n'est pas forcément d'être idole quand on se lance. Je sens que Sophie n'est pas d'accord. non, bien sûr. Je peux me permettre. Bien sûr, je suis pour le coup pas tout à fait d'accord. Je pense que oui, il y a un côté où clairement ils ont des tas de producteurs aussi derrière eux, et effectivement, mais je pense pas que ce soit différent de l'industrie américaine par exemple ou même française, puisque tout le monde a des gros producteurs autour de lui pour voir ce qui marche, ce qui va marcher sur TikTok, etc. Je pense que non, pour le coup, les idoles de K-pop, comme n'importe quel artiste, ça vient premièrement de leur ambition d'être artiste. Ce sont des jeunes qui sont certes des fois recrutés ou qui eux-mêmes vont vouloir passer des auditions dans l'idée de devenir des idoles. Quand on parle du cas de BTS, on a quand même le leader, par exemple RM, qui est un des idoles les plus crédités, qui va avoir le plus de crédit parmi les idoles de K-pop, qui va
pratiquement écrire toutes les chansons, qui depuis le début... C'est un vrai musicien, ce que vous dites. Oui, tout à fait, qui a vraiment depuis le début, en fait, eu une ambition de partager ses messages. Donc je suis pas d'accord vraiment sur ce point. Par contre, il y a le côté, fan, où on en parlait tout à l'heure aussi, où la K-pop, ce qui est assez... spécial dedans, c'est que le rapport aux fans est très très privilégié, et ça va passer par des méthodes qu'on voit pas forcément en France ou aux États-Unis, avec des moyens qui sont vraiment mis sur, par exemple, des live streams. Aujourd'hui, on a des applications comme Weverse qu'on peut avoir sur notre téléphone, et tout simplement on reçoit les notifications. Ce membre de BTS a envoyé un petit message, ce membre de BTS est en live, et on regarde le live, et en fait ils veulent vraiment essayer de construire une sorte de relation parasociale, en fait, finalement. Mais ça, c'est vraiment, je pense, le cœur aussi de la K-pop. On a évoqué certains de ces fans allant très loin, proche du harcèlement. On a évoqué, je crois que l'industrie de la K-pop a été marquée par notamment le suicide de l'un de ces chanteurs très célèbres il y a quelques temps. Est-ce que vous qui avez travaillé là-dessus, c'est faire porter beaucoup de choses à ces fans qui... aime un chanteur, où il y a quelque chose de l'ordre du dépassement du cadre normal de l'adoration? J'aurais tendance à dire qu'effectivement, c'est leur faire porter beaucoup de choses, parce que déjà, quand on regarde ce qui peut arriver aux artistes venant de leurs fans, les actes les plus graves sont quand même, comme dans la société en général, commis par des hommes et pas par des femmes, et c'est que quand même les femmes sont surreprésentées parmi les fans. Et oui, je pense que c'est leur faire porter beaucoup, parce qu'en fait, on a une sorte de... Comme ce sont des fans et que c'est un comportement qui est stigmatisé, on a tendance à pathologiser, à craindre en fait le débordement pathologique ou le débordement émotionnel, exactement. C'est quand même des histoires qui sont très très marginales, très rares. Je pense que c'est vraiment des choses sur lesquelles on appuie un petit peu, parce que justement ça sert nos stéréotypes, nos préjugés, et donc on les met en valeur, alors que c'est vraiment très marginal, je pense. Autre préjugé, Yéna Lee, depuis Pékin, qu'on a à propos de cette industrie, vous l'évoquiez tout à l'heure en disant que ça s'était un peu amélioré ces derniers temps, une industrie qui serait au cordeau, qui compose effectivement elle-même ses groupes. On a connu quelques exemples ici en Europe avec quand même moins de succès, il faut le dire, que les groupes coréens, au prix d'une sélection sans pitié, des célébrités sous très haute pression, avec des emplois du temps super chargés, des entraînements intensifs qui sont contraints à une forme d'exemplarité. Qu'est-ce que ça dit, ça, de cette industrie? Parce qu'on est sur des groupes de filles, des groupes de garçons qui chantent des choses bienveillantes, on parle d'amour, on parle de confiance en soi, on n'est pas sur une vision de la musique très disruptive. Je dois dire que je suis plutôt d'accord avec votre invité sur le plateau. On parle parfois de ce côté sombre de la musique, l'industrie musicale en Corée, et parfois ça vire un peu dans les stéréotypes ou un peu dans les clichés, parce que oui, c'est une industrie difficile, parfois avec des problèmes très graves, comme les contrats dits d'esclavage entre les stars et les agences, ou bien cette obsession pour la beauté à tout prix. Il y a certainement des excès, mais en général, c'est vrai qu'on demande le meilleur au meilleur. C'est un peu comme pour les athlètes de haut niveau. Peut-être qu'en Corée, plus qu'ailleurs, ces artistes sont considérés plus comme un produit industrialisé, comme on le disait tout à l'heure, plutôt que des artistes. Mais de se fixer sur ça et se concentrer que sur ce genre de problème, comme si les Coréens seraient sans cœur ou beaucoup plus mécaniques ou robotiques que d'autres gens. Je pense que c'est peut-être un peu un cliché. On voit bien qu'il y a ces problèmes ailleurs dans le monde aussi. Taylor Swift récemment était dans l'actualité à cause de sa bataille judiciaire autour de ses droits sur ses chansons. Il y a des stars américains aussi qui ont travaillé depuis l'enfance, comme Miley Cyrus ou même Beyoncé. C'était toute une industrie pour aider à son succès. Donc, c'est pas si différent de ce qu'on a en Corée. Pourtant, on parle rarement de ce côté sombre de l'industrie de pop américaine. Donc, c'est assez compliqué. Chaque pays, je pense, a des problèmes dans l'industrie de l'entertainment en général, avec des scandales parfois et des débordements parfois. On va écouter l'un de ces groupes qui sera bientôt, qui a rempli non pas un, mais 2 stades de France au mois de juillet. C'était les Stray Kids. On va écouter l'un de leurs derniers titres qui s'appelle Hollow.
Voilà, les Stray Kids qui sont en concert, donc 2 Stades de France au mois de juillet, 2 Stades de France aussi pour les Blackpink qu'on a entendus tout à l'heure. On le disait, la France a été l'un des derniers pays à se mettre à la K-pop. Mais alors aujourd'hui, ça cartonne. Il y a des concerts, mais il y a aussi des expositions. On parlera tout à l'heure, bien sûr, des produits de beauté, mais aussi des séries, du cinéma, etc. Comment expliquer qu'un groupe comme ça, qui chante en coréen, cartonne à ce point, remplisse 2 Stades de France ? Ça résonne. Il y a juste quelque chose qui plaît. Je pense qu'un des énormes aspects qui fait que la K-pop est très très populaire, c'est tout l'aspect où c'est pas seulement de la musique. Par exemple, l'amour pour la chorégraphie est quand même énorme. Les clips sont magnifiques. Il y a aussi tout l'univers. Vous avez dit autour. la chorégraphie, pas la chorégraphie. Pardon, oui, la chorégraphie. Ah, mais c'est intéressant comme lapsus, oui, la chorégraphie de la chorégraphie. C'est parce que c'est à cause de l'anglais. Mais oui, la chorégraphie, donc c'est vraiment magnifique avec les clips, avec aussi l'univers qu'il y a autour de chaque membre des groupes. Donc ça crée une énorme adhésion, une passion pour ces musiques. Et ensuite, les gens viennent en fait. Si avant ils remplissaient pas de Stade de France, c'est parce qu'on leur donnait pas de Stade de France en fait. Il y a vraiment une prise de conscience là-dessus. Ils faisaient des salles plus petites, mais ils les remplissaient. Allez-y, oui. Oui, même BTS, ils ont fait en fait 2 Stades de France en 2019. Je pense en fait, c'est marrant. Oui, pratiquement toutes leurs chansons sont en coréen, mais en fait, c'est là où on voit. Et ça chante quand au Stade de France, ça chante en coréen. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est vraiment de se dire que les fans vont être tellement impliqués que ils et elles vont commencer à regarder des traductions en fait sur internet, vont même commencer à apprendre le coréen, vont vraiment en fait s'investir dans ce nouveau monde un peu qui va s'offrir à nous en tant que fans. Mais oui, totalement. Et puis aujourd'hui, il y a tellement de concerts de K-pop, c'est quelque chose, ça fait peut-être 2 ans, il y a au moins un concert de K-pop à Paris par mois, voire plus. Ça peut être 4 concerts par mois. Et ça va aller de toutes petites salles, comme la semaine dernière, j'étais à un concert littéralement au Café de la Danse, 500 places, à 2 Stades de France pour Stray Kids et Blackpink cet été. Donc c'est assez impressionnant. Sophie Ménard, je vous vois qui c'est. Oui, mais en plus, je trouve que là, moi, ce qui résonne beaucoup là en entendant ça, c'est en fait, par exemple, reprendre l'exemple des Beatles, tout simplement, où à l'époque où ils ont commencé à vraiment énormément se répandre en Europe. En fait, en France, on avait le même réflexe de les jeunes traduisent les paroles. Et en fait, ça nous semble maintenant bizarre parce qu'on parle beaucoup plus anglais, mais en fait, on avait ce même réflexe. Et on avait aussi cette même question de mais quand même, est-ce qu'ils seraient pas fabriqués pour plaire ? Qu'est-ce que c'est que tout ce... Et oui, ils sont fabriqués comme pour plaire. Je pense que la différence, en fait, là, avec l'industrie coréenne, c'est qu'elle montre ce qui se fait ailleurs, c'est-à-dire, évidemment qu'on fabrique des produits pour plaire, comme dans tous les milieux, quoi. On le disait, vous l'évoquiez, Yéna, tout à l'heure, ces fans ne sont pas apathiques, pour ne pas dire apathés. Attention, jeu de mots. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, pendant la dernière campagne pour les élections présidentielles américaines, ces fans de K-pop se sont notamment mobilisés pour perturber des meetings de Donald Trump. On a parlé des BTS qui s'étaient engagés à l'époque du mouvement Black Lives Matter. S'il y a quelque chose de très politique, et là c'est un peu contre-intuitif, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure sur un message d'amour, de paix, de non-violence. Il y a alors vous disiez qu'ils étaient dans des causes progressistes, mais ils pourraient ne pas le faire. Qu'est-ce que ça dit, ça, de cette industrie ? Ce que je trouve très intéressant, c'est que les fans en Corée même, c'est pas du tout les mêmes que les fans à l'étranger. Je pense que déjà pour avoir l'ouverture d'esprit, pour commencer à écouter des chansons dans une autre langue, d'être fasciné par un autre pays, une autre culture, ça montre déjà un peu le genre de personne qu'on est. Et peut-être que c'est pour ça que les fans internationaux s'intéressent autant à des causes de justice sociale, comme on dit. Et c'était très intéressant. Il y avait beaucoup d'articles par rapport aux violences policières et le mouvement des fans de K-pop en ligne pour soutenir les victimes de ces violences-là. Et c'était un exemple parmi d'autres. Je crois que cette communauté est diverse, très active, prennent des causes qui les intéressent et parfois, comme BTS, les artistes eux-mêmes sont aussi intéressés, sont aussi engagés dans ce genre de sujet.
Je crois qu'ils avaient rencontré Joe Biden et qu'ils étaient allés aussi à l'ONU. D'une certaine façon, ces fans de K-pop dans le monde entier sont à l'image de leur génération, engagés sur des causes, très actifs sur les réseaux. Non, je vois tiquer Ophélie. Par contre, c'est vrai que c'est comme disait Yana, c'est-à-dire que c'est pas pareil sur la communication à l'étranger et la communication en Corée. Il y a des termes aussi qui vont pas être les mêmes dans les communiqués, etc. Donc ça, c'est oui, ils sont engagés, mais de façon assez distante pour des choses qui ne créent pas de vagues, pour rester justement, ce qu'on parlait tout à l'heure d'image clean, propre. Ça implique aussi de garder un peu ces distances. Sinon, ça crée des tensions. Hein. D'ailleurs, récemment, avec toute la situation politique qu'il y a pu y avoir en Corée du Sud, là. Donc, il y a eu des élections présidentielles après 6 mois de chaos politique en Corée. Voilà, et puis une déclaration. Il ne s'agissait pas de s'engager pour un parti ou un autre. Justement, c'est la première fois depuis très longtemps qu'on a commencé à avoir des idoles qui, justement, en fait, avait une opinion politique. Et c'est quelque chose d'un peu presque nouveau. En tout cas, c'est pas quelque chose qui était très fort avant. Et il y a de plus en plus de place pour exprimer ses opinions. C'est quelque chose qui est en train de changer, mais on n'est pas encore sur une prise de position hyper franche, quoi. Oui, Tilda, là-dessus. En fait, je pense, je suis totalement d'accord, mais en même temps, il faut pas non plus avoir, je pense, l'image de la K-pop avec que des chansons bienveillantes sur l'amour ou quoi, parce que ce n'est pas le cas. BTS sont les premiers à avoir, dans leur tout début, sorti par exemple une chanson qui dénonçait en fait les conditions à l'école en Corée du Sud. Donc non, il y a vraiment aussi le système scolaire assez difficile. Et en fait, parmi toute leur discographie, ils vont, vraiment, ils ont eu tout plusieurs albums sur le fait de l'amour pour soi-même, vraiment avoir essayé d'avoir de la bienveillance et des beaux messages là-dessus, mais ils vont aussi parfois dénoncer des choses ou en tout cas parler de choses plus ou moins dures. On a par exemple le rappeur Suga qui lui-même dans ses... parce qu'il y a aussi en fait leur projet solo aussi. Suga qui fait partie des BTS. Qui n'est pas encore d'ailleurs... qui est le dernier qui sera sorti du service militaire, je crois, la semaine prochaine. Exactement. Et lui, dans ses projets solo encore plus, c'est un des rappeurs du groupe qui va avoir les paroles les plus... j'ai envie de dire sèches, les plus qui viennent vraiment du cœur et qui va vraiment parler de aussi... ils vont en fait parler de leur challenge. Il y a la chanson Idol de BTS qui parle littéralement de leur propre conflit, même au sein de la Corée du Sud, entre le fait d'être appelé idol ou d'être un rappeur. Il y a tous ces conflits-là. Donc ils en parlent aussi. Et si les fans le font, les fans s'intéressent vraiment aux paroles. Quand on s'intéresse vraiment aux paroles, on lit les traductions de coréen au français. On comprend que c'est pas que non plus... c'est pas vraiment bisounours non plus, quoi. Donc c'est très intéressant de voir tout ce truc et comment ça se développe. Je crois que sur les engagements politiques, ce qui est assez intéressant, c'est de voir aussi la façon dont ce sont quand même souvent les fans qui influent leurs artistes à prendre des positions, alors qui évidemment vont être beaucoup moins marquées qu'en général celles des fans, pour les raisons évoquées, à savoir la difficulté de se maintenir un public le plus large possible, etc. Mais c'est vrai qu'à plusieurs moments politiques, on a vu en fait des mouvements effectivement plutôt progressistes venir vraiment du bas, c'est-à-dire des fans qui, en créant communauté sur les réseaux sociaux, entre autres, en fait, se politisaient ensemble et développaient leurs idées, leurs opinions ensemble, et qui, elles, se mettaient à, en quelque sorte, exiger en fait de leurs artistes une prise de position sur tel ou tel sujet. Et ça, c'est assez intéressant en fait de voir que justement, on a vraiment le sentiment que ce sont pas du tout des opinions qui sont dictées du haut vers le bas, mais c'est plutôt l'inverse en fait, et c'est plutôt elles qui imposent de là, il faudrait dire un mot parce que c'est grave, ou en tout cas faire connaître tel ou tel enjeu. D'ailleurs, ils se sont aussi engagés sur les questions de racisme anti-asiatique, et pas que, aux États-Unis, mais également en Occident. Alors pourquoi la K-pop plaît autant à l'étranger? Elle fait partie de ce qu'on appelle la Hallyu, vous me corrigez si je me trompe, la vague coréenne qui déferle sur notamment l'Occident, mais qui se décline donc en musique, on en a parlé, mais aussi en film, en série. On peut parler de Squid Game, c'est une série au succès planétaire. On voit ça en images avec nos confrères de France 2 et on se retrouve juste après. Si la France s'est d'abord passionnée pour la Korean pop, la K-pop, il y a aussi les K-dramas pour les films et séries. Je veux parler de cette émission. Vous croyez pas qu'on devrait s'arrêter là? T'inquiète pas, je vais faire de toi un homme riche. Ou la K-food pour la restauration. Ici, 380 000 € investis pour recréer les rues de Séoul. Et des plats typiques comme le hot dog coréen. Cette mère de famille l'a découvert dans une série.
Dans les K-dramas, ils sont très street food et ils en mangent beaucoup. Je pense que ça, c'est facile à manger. Il y a du fromage, il y a de la saucisse, il y a de la panure. On se trompe pas là-dessus. Le ticket moyen, 23 €. Cette chaîne a déjà 7 restaurants et 5 à 10 nouvelles ouvertures sont prévues l'année prochaine. Alors, miser sur la Corée, est-ce le succès assuré ? L'un des derniers secteurs arrivés sur le marché, la K-beauty, les soins coréens. Dans ce magasin, des dizaines de références et les ventes sont en forte hausse, notamment grâce aux réseaux sociaux. Un succès mondial, le marché de cette vague culturelle coréenne pourrait plus que doubler d'ici à 2030. Voilà ce reportage à propos de cette vague coréenne dite Hallyu, Yenali, depuis Pékin. Évidemment, il est question d'argent et ça fait les affaires de l'économie sud-coréenne. Tout à fait. Parfois, les autorités sud-coréennes, d'ailleurs, essaient un peu maladroitement d'en profiter. Ils aiment bien ajouter la lettre K un peu partout en espérant que ça marche. Mais c'est vraiment un moment intéressant à vivre. Il y a un effet de boule de neige qu'on voit en ce moment dans toutes les différents domaines de l'industrie de la culture. Tout est un peu tendance en ce moment. Est-ce que ça va durer ? Je ne sais pas, mais un peu partout dans le monde, on s'habitue de plus en plus à entendre le coréen, à voir des Coréens. On a des images des rues de Séoul. On écoute des chansons en coréen. Il y a les films, il y a les séries. Pas tout le contenu est bien, mais parfois c'est oscarisé, Palme d'Or, etc. Le public international clairement devient de plus en plus ouvert et curieux. Il est rare de rencontrer quelqu'un qui n'a jamais regardé ou mangé ou entendu une chanson ou un produit culturel coréen. D'ailleurs, lorsque Parasite, le film sud-coréen, a gagné l'Oscar du meilleur film, on se demandait si vraiment ça allait avoir un succès dans les salles. Est-ce que les Américains pouvaient vraiment surmonter cette barrière de la langue et regarder ce film avec des sous-titres? Et finalement aussi, c'était un grand succès en salle. Donc la réussite en ce moment de la culture coréenne à l'étranger, je crois que c'est un exemple qui montre que la domination culturelle américaine n'est plus donnée, c'est un peu remis en question. C'est un moment très intéressant à vivre en tout cas. Précisément, Ophélie, je crois que vous avez réfléchi là-dessus aussi. Est-ce que l'influence de cette culture pop coréenne témoigne d'un moment de baisse de rayonnement de la pop américaine, qui est quand même toute puissante aujourd'hui, mais il y a une espèce de vase communicant ? Oui, parce qu'en fait, la culture américaine, elle a de plus en plus de mal à gérer la demande internationale vis-à-vis d'elle-même, c'est-à-dire notamment tout ce qui est inclusion. Pour l'instant, c'est pas très bien géré. Il y a quelques séries qui arrivent à s'en sortir, mais bon, globalement, à chaque fois, c'est plus des scandales en fait qui montent en épingle et qui se passent mal. La Corée, là, tout de suite, on est sur des séries qui s'en sortent beaucoup mieux, alors qu'au final, d'ailleurs, dans les séries, des fois, ça manque de personnages LGBTQ, etc. Et pourtant, il y a un regard vis-à-vis de ces séries-là qui est beaucoup plus en fait, qui offre quelque chose de nouveau, qui offre quelque chose de différent aussi, et donc en fait et de familier à la fois. Donc il y a vraiment ce mélange qui crée de l'adhésion. Il y a le fait que la culture coréenne aussi, alors là si on parle vraiment des séries, va raconter beaucoup des histoires qui sont plus proches de la sphère intime. Donc aussi c'est pareil, les séries américaines, ou en tout cas les films américains ont tendance à être l'Amérique va sauver le monde. Enfin là, le dernier Mission Impossible. Le dernier Mission Impossible, par exemple, c'est littéralement ça. Chaque dialogue du film est Ethan, tu vas sauver le monde. Bon, comment on peut s'identifier à un personnage comme ça? C'est très compliqué aujourd'hui. Les contenus coréens ont un discours qui va être plutôt de l'ordre de aide ta famille, aide toi-même, aide à ton travail, tu peux régler les problèmes qui sont proches de toi si tu fais des efforts. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche des valeurs actuelles. Ouais, l'intime étant très politique, bien sûr, là-dessus, Tina. Je pense que, en tout cas, pour revenir, vraiment, on parle donc des K-dramas, les séries coréennes, le cinéma coréen, et je pense que ce qui est intéressant d'un point de vue vraiment du soft power, comme c'est ce dont on parle aujourd'hui, c'est le fait en tant que pour les personnes qui ont moi la première en fait, qui ont commencé par la K-pop, on va ensuite aussi aller vers
d'autres choses et on va aller s'intéresser de façon plus globale à la culture sud-coréenne dans son ensemble. Entre Parasite et Blackpink, il y a quand même un monde. Hein. Parasite, on n'est clairement pas dans le monde des bisounours. Ouais. Et c'est même plus question de forcément, oui, j'aime la musique, par exemple, j'aime la K-pop, mais en fait, j'ai d'autres centres d'intérêt et je peux découvrir la cuisine coréenne, par exemple. Déclinaison d'offres culturelles très riche. Exactement. Jusqu'au point d'aller, en fait, visiter la Corée du Sud, parce que, moi, je trouve qu'il y a un chiffre, il y a quelque chose qui, à chaque fois, je trouve ça super, il y avait une étude, ça date de 2019, le Korea Times, qui avait rapporté une étude qui disait que 9 fans de K-pop sur 10 avaient pour intention de visiter la Corée du Sud. Et parmi ces fans-là, il y avait 36% de fans de BTS. Donc, je trouve que là, on voit vraiment à quel point c'est plus que pour la... Et c'est pas une expérience unique, je veux dire, c'est vraiment une expérience globale pour beaucoup de fans de K-pop, d'aller s'intéresser à quelque chose de plus grand, et puis d'aller jusque dans le pays. Je pense qu'il n'y a pas de... c'est l'exemple le plus concret, je trouve, du soft power, c'est carrément d'aller voyager dans le pays même, quoi. Vous, Sophie, qui avez étudié les groupies de plusieurs styles musicaux sur plusieurs époques, est-ce que c'est quelque chose qui est propre, ce qu'on vient de dire, aux fans de la K-pop, ou c'est quelque chose qu'on retrouve, le fait de prolonger l'expérience intime de la musique en autre chose ? Non, moi j'ai l'impression que c'est assez classique en fait dans le fonctionnement. Enfin, justement, je reviens à cet exemple-là parce qu'il est vraiment les Beatles ont créé la même chose, c'est-à-dire que tout le monde a voulu aller à Londres, découvrir l'Angleterre, faire une coupe au bol. Et oui, exactement. Et je pense que c'est un petit peu le même, et de la même façon d'ailleurs, tout ce qui relève du produit dérivé, en fait, existe depuis très longtemps et fait partie effectivement des expériences. En fait, on n'est pas que sur la musique, on est sur toute une expérience qui inclut les chorégraphies, qui inclut aussi la commercialisation et donc les produits dérivés et l'ensemble du rayonnement d'un pays ou d'une région. Yéna, avant de vous laisser, j'ai une dernière question et je profite de votre double casquette sud-coréenne et correspondante de France 24 en Chine. La K-pop est politique, elle est même géopolitique. Je crois qu'elle est l'objet de tractations entre Pékin et Séoul qui ferment son marché aux idoles de la K-pop depuis un moment. Mesure prise en rétorsion aux liens entre les Sud-Coréens et les États-Unis. Mais les choses pourraient peut-être se détendre sur ce sujet ? C'est ce que les personnes qui travaillent dans l'industrie espèrent et les fans ici en Chine aussi. La Chine, c'est un énorme marché pour l'industrie de K-pop, donc ça a fait du mal ces dernières années. Les relations s'apaisent peu à peu, donc on parle en effet d'un retour éventuel. Par contre, s'il y a une chose qui ne change pas, c'est le mépris des autorités chinoises pour ce qu'elles appellent les hommes efféminés. Et en 2021, elles les ont interdits de la télé chinoise. La pop coréenne, comme on le fait tous, promeut des standards de beauté assez impossibles. Les filles sont souvent très maigres, beaucoup de chirurgie esthétique, un look franchement impossible à atteindre pour la plupart des cas. Parfois, c'est très problématique pour les fans qui les adulent. Mais une chose qu'on peut dire qui est plutôt positive, c'est la façon dont les Coréens, hommes, stars de K-pop ou autres, ont commencé à changer les normes en ce qui concerne les standards de beauté masculins. C'est très peu conventionnel. Certes, il y a toujours un problème d'objectifs impossibles à atteindre, comme pour toutes les stars dans le monde, mais par exemple, le maquillage pour hommes, souvent hétérosexuel et cisgenre, où est-ce que c'est très courant? C'est en Corée du Sud, on voit pas ça trop en Europe ni aux États-Unis, et c'est un peu révolutionnaire. Maintenant, les hommes aussi doivent être vraiment parfaits entre guillemets tout le temps. Bref, pour Pékin, en ce moment, les autorités ici ont une vision très traditionnelle des hommes et des femmes, donc elles n'aiment pas du tout ça ici. On va écouter BTS dans l'un de leurs plus gros tubes, quelques secondes. Let's go! Voilà, vous avez forcément entendu cette chanson une fois dans votre vie, sans savoir peut-être que c'était un groupe de K-pop coréen. Pour conclure donc sur les BTS qui ont disparu des radars à cause de services militaires imposés, hein, c'est le cas pour tous les jeunes hommes et que les jeunes hommes en Corée du Sud. Il n'y a aucun doute sur le fait que le groupe va se reformer. Je le disais, demain, ce sera l'anniversaire des 12 ans de leur création.
Oui, c'est pas un espoir, c'est non, c'est pas un espoir, bien sûr. Et depuis le départ, il y a vraiment toute une couverture médiatique là-dessus. Ils se séparent, c'est la catastrophe. En fait, ils avaient quand même dit qu'ils étaient un peu au bout du rouleau en 2022. Non, ils avaient dit qu'ils étaient un peu fatigués, qu'ils avaient envie de faire un peu des activités solo, mais concrètement, on savait tous très bien ce qui se passait. Ils peuvent continuer à faire des activités de groupe et des activités solo. C'est pas du tout. Ça fait 12 ans de carrière quand même. Il y a un moment donné, ils ont peut-être envie de faire un peu autre chose. Il n'y a jamais eu de doute là-dessus. Et précisément, est-ce que, pour conclure, il y a une question de renouvellement artistique là en ce moment sur la K-pop? On dit que l'industrie peine un peu, est peut-être un petit peu essoufflée, qu'il faudrait peut-être un peu se réinventer? C'est intéressant pour le cas de BTS. Je pense que, honnêtement, moi première en tant que journaliste K-pop, je suis très curieuse de voir ce qui va se passer à leur retour, puisque on a eu quelque chose de très quand même particulier aussi avec le service militaire de BTS, avec vraiment chaque membre qui a pu en fait montrer sa couleur musicale en vraiment ayant des gros projets solo, même en partant en tournée en solo parfois pour certains membres. Et ils ont vraiment pu parler. En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on regarde BTS, c'est 7 membres. Chaque membre a vraiment sorti des projets différents. On a du R&B, on a du rap, on a des histoires vraiment différentes, des couleurs musicales totalement différentes. Et une ambition peut-être... il y avait le leader d'ailleurs RM du groupe BTS qui, là, en sortant il y a 2 jours du service militaire, qui était dans un live stream... Est-ce qu'il joue du saxophone? Non, c'est pas lui. Alors, il joue du saxophone parce qu'il a été dans le... pendant son service militaire dans en fait la fanfare. Voilà, c'est ça. Okay. Et il a appris à jouer du saxophone, mais il a lui-même dit que voilà, il voulait revenir en force en parlant d'histoires dont le monde a besoin, dont lui a besoin. Et oui, je pense qu'il y a vraiment un côté où ils ont pu explorer des nouveaux genres musicaux aussi en solo. Donc, qu'est-ce que ça va donner en groupe? C'est marrant, c'est sûr, ça me fait penser à chacun ses rêves et chacun ses idoles. Elvis Presley, en son temps aussi, avait revêtu le costume militaire et ses fans aussi avaient attendu désespérément qu'il revienne. Non, finalement, tout ça n'est qu'un renouvellement. Oui, tout à fait, oui. Merci infiniment à toutes les 3 d'avoir participé à cette discussion. Ophélie Surcouf, bon retour en Corée du Sud. On vous lit dans K-pop Culture qui est sorti aux 404 éditions. Tilda Rioux, merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion. Sophie Bénard, on vous lit dans Splendeur et misère des groupies, Les Pérégrines qui vient de sortir aux éditions donc Les Pérégrines. Et Yéna Lee, on vous salue, on vous embrasse. Merci beaucoup Yéna. À très bientôt. Une émission à revoir en replay ou à réécouter en podcast aussi. Le cœur et les oreilles vous en disent. On se retrouve dans un quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous d'info. À tout à l'heure. L'océan est plus que jamais en danger. Surpêche, élévation du niveau de la mer, remise en cause de la science. Nous n'avons plus le temps d'attendre. La France et le Costa Rica réunissent des dizaines de chefs d'État à Nice pour agir avant qu'il ne soit trop tard. Un sommet vital pour la planète et notre biodiversité. Vivez cet événement. Du 9 au 13 juin, 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Un rendez-vous capital à suivre sur France 24 et france24.com.